Oui. Voilà, écoutez, bonsoir à toutes et toutes, ceux qui sont présents ce soir. Donc, je remercie évidemment Jean-Michel Devezat d'avoir accepté de venir nous parler de Garonne in absentia, son dernier ouvrage. Et donc, c'est notre ami Vincent Taconnet qui, comme je l'ai écrit, animera la causerie au coin du feu ce soir, qui commence à faire un petit peu frais ces jours-ci. Voilà, et donc c'est parti. On commence peut-être par donner la parole à Vincent, si tu veux, et ensuite oui, présenter un petit peu les choses. avec l'objectif, bien sûr, de la donner très vite, plénipotentiairement à Jean-Michel. Ça va de soi. Vincent, dialoguer avec toi et avec tes amis est un plaisir, donc il n'y a aucun problème. Mais je n'en doute pas. Je ne veux même pas imaginer qu'il y ait la moindre ironie dans ton propos. Il n'y a aucune... Mais je sais. Simplement, je voulais dire que je t'ai, entre guillemets, découvert comme écrivain dans Scène de la guerre sociale, qui, à ma connaissance, est paru en 2020. Et puis, en 2021, en fin d'année 2021, en septembre 2021, l'ouvrage qui nous intéresse ce soir, Garonne in absentia, et on pourrait peut-être commencer en te demandant de t'expliquer à la fois sur ces grandes différences entre ces deux ouvrages d'une part, et d'autre part, la façon, comment dirais-je, du point de vue de la chronologie, du point de vue de la construction dont tu as écrit Garonne in absentia, par rapport notamment à Scène de la guerre sociale et aussi par rapport, comment dirais-je, à la situation épidémique dans laquelle nous sommes, quoi, où nous étions. Je ne sais pas quel temps employer. Alors, si tu me permets, Vincent, bon, d'abord, je tiens à remercier Espace Marx, Dominique et toute l'équipe de me convier ce soir pour parler de ce travail d'écriture. Si tu me permets, Vincent, n'hésite pas à me couper et à m'interroger dans la réponse que je vais t'apporter. D'accord. Il se trouve que, en fait, je publie, je vais dire, de la littérature depuis 2008. J'ai publié 3 ouvrages sous nom d'auteur, pas sous mon nom. Et je ne publie sous mon nom que depuis 2013, puisque le premier ouvrage que j'ai signé, Jean-Michel Devezat, c'est un journal qui rend compte d'un semestre durant lequel j'étais en poste à Hambourg, à l'université. Et à partir de ce journal que j'ai signé, tous les autres textes, je les ai endossés. Alors, de mon point de vue, j'ai trouvé ma langue, mon écriture, grosso modo, je caricature, grosso modo aux alentours de 2015, avec un roman qui est Bordeaux, la mémoire des pierres. Ce roman, c'est Denis Mola qui me l'a demandé, qui quasiment l'a commandé. Il ne m'a pas demandé d'écrire sur Saint-Michel, il m'a demandé de lui confier un roman avec une seule condition, c'était que le roman ait une accroche avec Bordeaux et sa région. À partir du moment où il était question de Bordeaux et de sa région, je pouvais parler des républicains espagnols, de ceci, de cela. J'avais carte libre. Et en ce qui me concerne, j'ai le sentiment que ce livre correspond à la voie que je cherchais. Et grosso modo, entre 2008 et 2015, le livre a été publié en 2015, les textes que j'ai publiés sous nom d'auteur ou sous mon nom, je n'en rougis pas, mais il y avait une recherche d'un timbre, d'un rythme, d'une formule. Alors, de mon point de vue, depuis 2015, je suis l'auteur heureux de 4 livres. Bordeaux, la mémoire des pierres, Une fille d'Alger, Scène de la guerre sociale, et maintenant Garonne in absentia. Et
peut-être que nous serons en désaccord, mais de mon point de vue, c'est pour l'essentiel la même langue, la même économie, le même registre de langue. Et en ce qui me concerne, j'en suis très heureux. Je trouve même que scène de la guerre sociale, bien sûr, il s'agit de la lutte des Gilets jaunes, mais on peut aussi aborder ce texte, et en ce qui me concerne, je le fais. Je dis c'est un roman, c'est le roman de Jean-Michel Devésa qui, pendant le mouvement des Gilets jaunes, part à la recherche vaine de sa jeunesse. Alors, évidemment, il est question d'une politique et de la politique des années 2018-2020, de l'actualité brûlante, ce qui n'est pas le cas dans les autres textes que j'ai cités, ce qui n'est pas le cas dans Garonne in Absentia. Par exemple, dans Garonne in Absentia, d'une certaine façon, le fait que ce ne soit pas le cas entraîne un éclatement, au moins, sinon une disruption de la chronologie. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une histoire qui se déroule, un fleuve qui s'écoule, mais avec des allers-retours et des repères qui sont très loin d'être ceux de scènes de la guerre sociale. Je suis d'accord avec toi. Je dirais que le motif impliquait et implique cette organisation spécifique des deux ouvrages. Maintenant, et je pense que ça ne t'a pas échappé, dans Garonne in Absentia, exactement comme dans Une fille d'Alger, exactement comme dans Bordeaux, La mémoire des pierres, il y a le refus de ma part d'une narration linéaire, Oui, et il y a, d'une manière tout à fait fréquente, des interventions d'auteurs qui, comme tu le dis, perturbent la chronologie, et ça c'est voulu, dans la mesure où ces interventions peuvent très bien ressusciter le passé, et un passé lointain, comme elles peuvent rendre compte de l'actualité. Et par exemple, dans Garonne in Absentia, c'est le cas, puisque le lecteur ou la lectrice peut repérer des phrases prononcées par tel ou tel de nos politiques concernant la situation que nous traversons, que nous avons traversée. Et je l'ai fait délibérément parce que, de mon point de vue, cela peut se discuter, mais de mon point de vue, le roman contemporain, y compris un roman où il est question d'amour, le roman contemporain ne peut pas faire l'économie de l'exhibition de sa fabrique. Pour reprendre des références qui vont nous parler pour les femmes et les hommes de notre génération, je fais avec beaucoup de modestie, j'essaie de faire pour le roman ce que les metteurs en scène brechtiens faisaient pour le théâtre, c'est-à-dire de casser la représentation, de casser le réalisme de la représentation, et qu'en permanence, exactement comme un metteur en scène, un brechtien, envisageait des interventions avec tel comédien muet, mais qui arrivait avec une pancarte sur scène, etc., etc., je fais à peu près, enfin, je ne vais pas dire que je fais la même chose, puisque les arts requièrent des voies et moyens spécifiques, entre le théâtre et le roman, mais mes interventions d'auteur participent de cela, c'est-à-dire de rappeler en permanence aux lecteurs et aux lectrices qu'ils lisent un roman. Ils sont dans la littérature. C'est mon but. Le poète Aragon, que tu connais peut-être un peu, Un petit peu. a écrit un très beau texte qui, pour l'essentiel, peut se résumer à une phrase: je vous montre la trame du chant. Absolument. Et il y a effectivement cette volonté qui, d'une certaine façon, en sociologie ou en philosophie, est devenue par la suite ce qu'on appelle la déconstruction. Mais puisque j'évoquais Aragon, je voulais en venir à André Breton, puisque dans la petite vidéo que tu nous donnes, si je puis dire, où tu t'expliques, tu évoques André Breton
et le fait qu'ils disent qu'il y a un point sublime, Oui. un lieu sublime. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que dans la vidéo, tu es d'une certaine manière doublé dans les deux sens du terme par le commentaire qui s'inscrit sous forme de lettres majuscules et qui dit ou redit ou radie ou irradie ce que tu dis. Et à ce moment précis où tu parles d'André Breton et où tu dis qu'il y a un lieu sublime, eh bien, au-dessous de tes propos, il y a un lieu sublime où censure André Breton. Je ne sais Mhm. pas si tu l'as remarqué, mais Alors, je vais te ça dire, vaut. je vais te dire les choses. On m'a montré évidemment la vidéo et on m'a montré la vidéo qui n'était pas sous-titrée. Donc évidemment, j'ai donné mon accord sur la Voilà. vidéo et le sous-titrage est arrivé après. Et en ce qui me concerne, alors à tort ou à raison, plutôt que de joindre l'éditeur en disant attendez, vous êtes complètement planté en demandant à une machine de faire les sous-titres, il vaudrait mieux demander à un humain ou une humaine de sous-titrer les choses, j'ai trouvé que, comment dire, Mais j'ai trouvé que c'était drôle. J'ai trouvé que tu, c'était drôle. ouais, tu as bien eu raison parce que Voilà. il y J'ai a trouvé que c'était drôle celui-ci de dire il faut laisser. Il faut laisser. et puis l'autre où et ces témoins devient et ces témoins, ce qui est quand même particulièrement savoureux, quoi. Et alors, si tu me permets, Vincent, il y a deux choses. Ce que tu viens de dire, euh, en quelque sorte, la machine, si comme je le pense, les sous-titres ont été faits avec une machine, Oui, sûrement. il y a un inconscient de la machine. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et ça m'amuse de dire qu'il y a un inconscient de la machine parce que voilà. Et puis la deuxième chose, alors je crois que c'était Denis Roche qui avait trouvé la formule, Ah, mais il y en a plein Eros et énergumène. voilà. Je trouve que ce sous-titrage épouvantable du point de vue de la correction de la langue, c'est en quelque sorte les couilles du texte. Et ça m'amuse. Voilà, donc ton texte est bien couillu. Je crois qu'on Peut-être, peut je le ne dire. sais pas. Voilà. Bon, mais justement, par rapport à ça, il y a, comment dire, à la fois, tu lances au cœur même du texte deux pistes par rapport à la thématique de ton roman. D'une part, le roman de Jean et de Mathilde, Jean qui est une sorte de moitié, sinon de double, d'un certain Jean-Michel. Donc, le roman du couple Jean et Mathilde est ce que tu appelles le roman de la folie du couple. Je crois que l'expression se trouve dans un passage du roman. Et puis aussi, bien sûr, et là nous sommes revenus au titre, euh, le roman du fleuve. Oui. Donc, est-ce que tu peux expliquer s'il y a, à ton avis, contradiction ou s'il y a fusion et confusion nécessaire entre roman du fleuve et roman de la folie du couple, roman de Jean-Michel et de Mathilde? Non, je ne crois pas. Je te reprends sur une chose. Tu viens de finir ta question en disant le roman de Jean-Michel et de Mathilde. Et là, je te reprends, c'est le roman de Jean et de Mathilde. Parce que, évidemment, Jean, c'est Jean-Michel, mais Mathilde, c'est Jean-Michel. Et en tout cas, dans mes intentions, je dis bien dans mes intentions, hein. Ensuite, il y a l'inconscient, et puis il y a la liberté pour tous les lecteurs et les lectrices d'interpréter les textes comme ils le peuvent et comme ils le veulent. Mais dans mes intentions, je suis dans à peu près tous mes personnages. C'est vrai depuis Bordeaux, la mémoire des pierres. Je suis dans François Lister, mais je suis dans Rosario Santiago et je suis dans Rosario Paradis. Dans Une fille d'Alger, je suis dans Hélène Samia, mais je suis dans Raymond. Et dans celui-ci, je suis à la fois dans Jean et dans Mathilde, mais je suis aussi dans le couple roumain. Je suis dans Ouais. Anton, hein, et dans Théodora. Donc, oui, la manière dont je pratique le roman, on pourra dire que c'est une manière qui ressemble beaucoup à l'autofiction, et ça ne me gêne pas, et à une autofiction proche de celle de Dubrovski, oui,
Maintenant, mes intentions n'ont pas été de transposer, de grimer mon vécu. Voilà, il faut pas lire Mathilde et Jean avec les clés en disant c'est X et Y, parce que Oui, ça, oui, de bien mon sûr. point de vue, ce serait réducteur, en tout cas concernant mes intentions. Alors, le fleuve pour moi, le fleuve à la Brune, c'est un point sublime. C'est-à-dire, alors la Brune, je l'appelle la Brune, je me suis engagé à ne pas donner le nom véritable du château. C'est aussi la raison pour laquelle la couverture, la photo est floue, Mm. parce que le château existe et je crois que je le décris à peu près tel qu'il est. Euh, J'y suis allé ces 3, 4 dernières années plusieurs fois. J'ai dormi plusieurs jours. Euh, pour mes repérages, 3 jours ou 4 jours de suite. Chaque fois, j'ai le sentiment, en ce lieu, à la Brune, d'être, oui, le point sublime, là où les contradictions, en tout cas, je les perçois comme s'anéantissant. J'ai l'impression d'être au bord de la Garonne, mais au bord du fleuve Congo. L'île de la Lande qu'on aperçoit depuis la Brune, j'ai l'impression que c'est l'île du diable. C'est ce sentiment-là. Et en fait, pour moi, le fleuve qui s'écoule, c'est pas simplement la métaphore du temps qui passe, mais c'est l'épanchement du réel dans la réalité, hein, au sens lacanien du terme. En ce point sublime, il y en a peut-être d'autres, il y en a sûrement d'autres sur la planète, mais en ce point sublime, j'ai la sensation que le réel, qui par définition, si on est un peu lacanien, échappe, contre lequel on bute, etc., eh bien qu'il s'épanche. Et tu es fin lecteur et cultivé et lettré. Dans ma formule, tu reconnais évidemment la formule que j'emprunte à Nerval, hein, l'épanchement du rêve dans la réalité. Eh bien pour moi, à la Brune, c'est l'épanchement du réel dans la réalité. C'est-à-dire en ce château, en ce bord de Garonne, je me confronte à la mort. Mm. Et la folie du couple, c'est le travail de mort auquel rien n'échappe. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène et de mettre en mots dans ce livre. Et tu évoques ce château réel-irréel comme le lieu où s'épanche le réel. Je crois que c'est même une expression que tu utilises. Et quand tu l'utilises, tu opposes cette expression à la réalité. C'est-à-dire que tu opposes le réel à la réalité. Le réel de l'écriture, je suppose, par rapport à la réalité qui est la nôtre, non? Non, enfin, je ne pense pas être un lecteur dogmatique de Lacan. Je ne je crois le comprendre un peu. Quand je parle de réalité, c'est la réalité sensible dans laquelle nous évoluons. Et le réel, évidemment, fait allusion aux 3 ordres qui ont été énoncés par Lacan, c'est-à-dire le symbolique, l'imaginaire et le réel. Et le réel, c'est ce à quoi on n'a pas accès, qui est là, qui existe, mais à quoi on n'a pas accès et contre lequel, pour parler familièrement, on se casse la figure, on se casse le nez. C'est ça le réel. Donc, de mon point de vue, ce réel, je vais l'associer à des questions qui me préoccupent aujourd'hui en tant que Jean-Michel, hein, en tant que Jean-Michel de Vézas. Ce qui me préoccupe, c'est mon âge, c'est le temps qui passe, c'est la mort qui vient, et des choses très simples. Penser l'origine, penser le début, c'est impossible. Penser la mort et la fin, c'est impossible. Et en même temps, nous devons nous dépatouiller avec cela. Donc moi, je me dépatouille avec ces 2 impossibilités à penser le début, à penser l'origine, à penser le commencement et à penser la fin et la mort. Impossibilité, on ne peut pas penser cela. Il n'empêche que on est confronté à une naissance et à une disparition. Et il faut s'en arranger. Pour moi, j'essaie de m'en arranger aujourd'hui par l'écriture. Alors, mon écriture n'est pas
une thérapie, je serais un peu fâché, enfin pas fâché, les lecteurs ont tous les droits, mais je ne pratique pas, je ne pratique pas l'écriture pour me guérir, pour aller mieux, pas du tout. Je pratique l'écriture, là aussi en termes d'intention, comme une sublimation, c'est-à-dire les questions auxquelles je ne réponds pas, parce qu'il n'y a pas de réponse, les questions qui me tourmentent, ben, j'essaie d'en faire des éléments, des séquences de beauté. J'espère que mes petits livres aideront d'autres personnes à, je ne dis pas affronter les mêmes problèmes, mais leur feront plaisir, oui, seront source de plaisir. J'espère que mes livres sont source de plaisir pour un certain nombre de lecteurs et de lectrices. Et alors, plutôt qu'une thérapie, est-ce qu'on ne peut pas parler de médiation, d'une forme de médiation par l'écriture, par la création romanesque, c'est-à-dire non pas une fuite, non pas une fuite du réel, non pas un affrontement du réel, mais une médiation pour enrichir le réel et d'une certaine manière créer les conditions de le vivre davantage ou pleinement. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ce que je peux te dire, là aussi, j'ai envie de te répondre, Vincent, en évoquant une sorte de généalogie de Garonne in absentia. Ah oui, Le Bordeaux, la mémoire des pierres, le personnage masculin central, c'est François Lister, il a 73 ans. C'est à la fois Jean-Michel Deveza, qui n'a pas encore 73 ans, mais c'est Jean-Michel Deveza, et c'est aussi le père que Jean-Michel Deveza aurait voulu avoir et qu'il n'a pas eu. La fille d'Alger, à bien des égards, c'est Jean-Michel Deveza, mais c'est aussi peut-être sa mère. Et en fait, en 2018, j'ai eu l'impression que j'avais écrit le roman du père et le roman de la mère, et j'ai eu le désir d'écrire le roman du fils. Et quand je m'y suis mis, quand j'ai dit, voilà, je vais écrire le roman du fils, il s'est passé deux choses. C'est que d'une part, j'ai été absolument subjugué par La Brune. C'est un lieu vraiment qui m'a interpellé, absolument interpellé. Euh, alors, évidemment, je ne suis pas dément. J'ai vu cette Garonne qui n'est plus du tout la Garonne portuaire, à naviguer avec les péniches, avec les bateaux, etc. Bon, une Garonne un peu livrée à elle-même. Hein, la navigation est une navigation touristique et elle n'est pas très dense. Les rives sont à l'abandon. Ayant vécu 10 ans en Afrique et ayant pas mal roulé ma bosse en Afrique centrale, cette Garonne, elle me fait penser à un fleuve tropical. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, ce lieu. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai commencé à écrire le roman du fils et je n'ai pas réussi. Et je n'ai pas réussi pour des questions, je peux le dire. Vous avez compris, vous me lisez, puis vous m'écoutez, et nous nous connaissons, vous avez compris que j'ai besoin d'ancrage dans le vécu pour inventer une fiction. Je n'ai pas pu écrire le roman du fils parce que, après avoir commencé, noirci quelques feuilles, j'ai dit, bon, mais mon fils, j'ai un fils, mon fils, il faut le laisser tranquille. Je vais laisser mon fils tranquille. Bon, je vais le laisser tranquille. Et c'est parce que j'ai décidé de laisser mon fils tranquille que ce désir d'écrire le roman du fils s'est transformé en désir d'écrire le roman d'un couple. De roman d'un couple, c'est devenu le roman du couple. L'évolution s'est poursuivie, le fil associatif s'est poursuivi, le roman de la folie du couple. Et dans mon texte, si je ne délire pas,
À un moment, il y a même le couple, la folie du couple avec un polichinelle, c'est-à-dire en fait l'enfant que le couple n'a pas. Et Jean et Mathilde n'ont pas d'enfant. Ouais. Ils ont la brune peut-être. En tout cas, Jean estime qu'il a la brune comme enfant. Mathilde, pas trop. Mais ils n'ont pas d'enfant. Et j'ai écrit la folie du couple qui n'a pas d'enfant ou qui a un polichinelle. Au sens de l'expression familière, les gens de notre âge, nous l'avons entendu employer quand on disait de telle femme, elle a un polichinelle dans le ventre. Dans le Voilà, tiroir même. exactement. Voilà, c'est comme cela que je suis venu à écrire Garonne in absentia. Et en même temps, comment le château de la Brune est une folie dans le vieux sens architectural qu'on lui donne, Oui, en même temps qu'une folie pour l'installation, entre guillemets, du couple, quoi. oui, Parce- absolument, absolument. C'est-à-dire que, si tu me permets, Vincent, ce qui est dit dans le roman concernant l'histoire de la Brune est exact. Hein. C'est-à-dire, euh, dans la Brune de la réalité, le La Brune qui se trouve à quelques kilomètres de Bordeaux, effectivement, Napoléon III est venu, etc., etc. Donc ça, je ne l'invente pas. Euh, C'était une folie. De la même manière, par exemple, que les actuels propriétaires, quand ils ont acheté dans les années 80 la Brune qui était en ruine, les prédécesseurs, ceux qui leur ont vendu la Brune, je ne l'invente pas non plus, dans les années 60-70, ça servait à des rallyes. Hein. Les gens de Primrose faisaient des rallyes à la Brune. Je n'ai pas inventé. Donc oui, c'est une folie sur le plan architectural. Hein. C'est 1600 mètres carrés, enfin, c'est quand même assez grand. C'est un peu fou. Et c'est un lieu, qui, moi, comment dire, j'ai eu envie j'ai envie d'y nicher, voilà. J'y niche mes fantômes, j'y niche ma folie et les personnages que j'invente, je les rends fous, hein, je les rends fous dans ce lieu-là, parce que je trouve que ce lieu s'y prête. Bien. Peut-être qu'on pourrait suggérer à nos amis de prendre la parole s'ils le souhaitent. Bien Euh, volontiers. Marie-Jo, on ne t'entend pas. Le micro est coupé, je crois. je sais pas. Est-ce... Oui, là, je vois un signe. Ah, voilà, voilà. On est apparemment ni Marie-Claude ni sa voisine. Dominique, Non. Utilisez peut-être Marie-Claude, à défaut de pouvoir poser ta question, euh, Et utilise le peut-être chat. ton clavier. wow. En attendant, Dominique, si tu veux dire un mot. Bah, écoute, je n'ai pas encore fini de lire le roman, mais déjà, tout ce que j'en ai lu m'a beaucoup intéressé. Et même si, évidemment, c'est normal, quand on se projette dans un personnage ou quand on crée un personnage, évidemment, il échappe à la réalité. Mais j'ai beaucoup aimé, je dirais, les traces de référence qu'il y a eu à une histoire qu'on a partagée. Quoi. Je veux dire, il y a de nombreuses années, quand même, parce que tu fais référence quand même à une partie de ta jeunesse que j'ai pu connaître. Et donc, ça m'a beaucoup amusé. Après, évidemment, le roman prend sa vie elle-même. Et donc, c'est intéressant de voir comment tu as travaillé. Et Vincent, d'ailleurs, m'a donné envie, ce que je n'avais pas fait, je te le dis ce soir, mais comme je n'avais pas encore lu le précédent roman, je vais m'y plonger pour regarder évidemment ce que tu as pu écrire. Parce que je suis comment dire, un très mauvais lecteur de littérature.
bon, je m'intéresse à plein de genres de littérature, mais je dirais la littérature dite classique, tu n'en fais pas partie, hein, puisque toi, tu te revendiques d'une littérature pas postmoderne, en tout cas, disons, tu essayes des formes nouvelles, je dirais, d'écriture. En tout cas, ça me plaît, hein, la manière dont tu écris. Donc voilà ce que j'ai envie de dire de particulier. Maintenant, pourquoi comme ça? Enfin, j'ai les mêmes préoccupations que toi, je dirais en tant que personne, mais par rapport à la mort, tu vois, tu as évoqué justement cette finitude que nous avons tous. Je suis comme toi, je suis persuadé, j'ai beaucoup de mal à m'inscrire justement dans cette finitude. Donc, je me révolte d'une manière différente de toi, certainement, mais j'essaye de faire comme d'autres. Je crois que c'est bien que tu utilises justement tes capacités à écrire pour, pour continuer justement à créer des choses et à montrer que tu es vivant. Ça, c'est, moi, me semble-t-il, la meilleure chose que tu puisses faire et nous apporter, je dirais, à moi qui ne suis pas un littéraire classique, mais qui aime bien découvrir des formes, je dirais, de créativité originale. Voilà, pas grand-chose de plus à te dire. Sinon que de toute façon, j'en ai parlé avec Vincent, mais je te réinviterai dans une autre initiative pour justement sur l'atelier qu'on a appelé Parole de créateur, où on te fera parler un petit peu plus, je dirais, du Jean-Michel complet, c'est-à-dire le citoyen, l'homme, le voyageur, le militant, enfin, etc. quoi. Si tu me permets, Dominique, de ton propos, je retiens deux choses auxquelles je voudrais non pas répondre, mais je voudrais réagir. Mon écriture n'est pas postmoderne, c'est-à-dire que nos collègues de l'université qui sont des francisants comme moi et qui s'intéressent à la littérature contemporaine diront, et je pense qu'ils auront raison, que mon écriture, comme ma pensée, elle est moderne, elle n'est pas postmoderne. J'ai l'habitude de dire mes trois grandes références littéraires, c'est le surréalisme, Breton, Aragon, et puis d'autres, hein, évidemment, les surréalistes, le nouveau roman, Rob Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute, et puis tel quel et Philippe Solers. Donc, ce sont des références aujourd'hui, ceux qui se réfèrent à ces trois grands moments de la littérature française du XXe siècle, ce sont les modernes. Bon, avec tout ce que ça implique sur le plan aussi théorique et critique, nous sommes des modernes, nous ne sommes pas des postmodernes. Bon, donc mon écriture, elle s'inscrit dans cette filiation-là, hein, dans cette filiation. Et ce que j'essaie, c'est de trouver des formes qui me conviennent d'abord, hein, des formes qui me conviennent, et des formes qui soient, comment dire, des formes dont j'ai le sentiment qu'elles sont d'aujourd'hui, qu'elles sont contemporaines. Je dis bien dont j'ai le sentiment qu'elles sont d'aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'elles ne le sont pas, peut-être que j'écris comme dans les années 70 et que j'ai tort de continuer de m'entêter à écrire dans les années 70. Mais bon, ça c'est un autre débat. Pour moi, j'essaie de dire, bon, comment écrire une histoire d'amour en 2021 ? Et ça donne Garant d'Innocentia, cette forme-là. Bon. Alors ensuite, ce que tu dis, tu sais, mon premier livre sous nom d'auteur que j'ai publié en 2008, je l'ai écrit quand j'étais aux États-Unis en 2005, le premier jet. En fait, tu vois, nous connaissons depuis fort longtemps. À 20 ans, je ne criais pas sur les toits, mais bon, j'écrivais 2-3 petits trucs. Je trouvais que c'était tellement nul que je n'en ai pas parlé. Il y a, tiens, une personne, c'était la camarade qui était qui était ma compagne à l'époque. Je ne vais pas citer son nom. Elle était en médecine, elle préparait son internat à Limoges. C'est la seule, voilà, je lui ai montré en disant c'est vraiment très mauvais. Bon. Et comme ça, tous les 10 ans,
j'ai eu envie d'écrire et tous les 10 ans, j'ai détruit, et je crois que j'ai bien fait, de détruire ce que j'écrivais à 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que ce n'était pas bon. Et puis, il a fallu un immense chagrin d'amour, sans doute mon chagrin d'amour le plus important, qui a nécessité plusieurs mois d'une camisole chimique. Alors, je n'ai pas arrêté les cours, j'ai continué. Bon, mais il y a ici des gens qui peuvent s'en souvenir. J'ai pris 10 kilos, etc. Bon, c'est ce chagrin d'amour qui a fait que j'ai trouvé une voie. C'est-à-dire, quand j'étais aux États-Unis, je peux le dire, j'ai eu l'occasion de l'expliquer, c'est l'écrivaine Judith Broust, avec laquelle je suis toujours en relation. Judith Broust, un soir, me voyant à Paris dans un état assez pitoyable, psychologique, m'a dit, mais écris, essaie. C'est elle qui a semé la graine, c'est Judith. Et aux États-Unis, j'ai écrit, et en me relisant, je trouvais que ça tenait la route. Donc, à mon retour des États-Unis, ça je peux le dire parce que je leur serai infiniment reconnaissant toute ma vie, ceux qui m'ont lu, il y a 4 personnes qui m'ont lu, les premières personnes à m'avoir lu et à m'avoir encouragé en disant il faut que tu publies, il faut que tu trouves un éditeur, c'est donc Pierre Bourjade, c'est Nelly Arcan, c'est Jacques Henrique et c'est Georges Sebag. Voilà. C'est eux qui m'ont dit bah, il faut. Bon, et en fait, vous allez tous sourire parce que nous participons non seulement de la même génération, mais du même courant de pensée. Tu sais, dans les cahiers pour l'analyse numéro 8 consacré à Jean-Jacques Rousseau, tu as un article fameux d'Althusser sur le contrat social, dans lequel il y a cette formule d'Althusser à propos de Rousseau, formule qui a servi pendant toutes les années 70 à bien des égards comme étant une définition de la littérature. Althusser a écrit « La littérature, c'est l'autre de l'impossible solution théorique ». Bon, et à bien des égards, c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire que vous savez, moi je ne suis pas un théoricien, je n'ai jamais été un théoricien, ni concernant la littérature, ni la politique. Et je suis peut-être un militant, j'espère un bon professeur, mais je ne suis pas un théoricien. Donc, des solutions théoriques ou critiques, je suis incapable d'en forger. Je trouve aujourd'hui que nous vivons tous une période politique tragique. Je ne vois pas les solutions politiques. Ça me désespère un peu. Et donc, devant ces impossibilités théoriques et ces impossibilités théoriques et politiques, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le chant. Voilà, c'est une métaphore, il me reste le chant. Il me reste l'écriture, il me reste l'autre du politique et l'autre de la théorie, c'est-à-dire de transformer nos impuissances, de transformer nos impuissances théoriques et politiques en petites séquences de beauté, faisant du bien à quelques-uns et à quelques-unes d'entre nous. Marie-Claude là, qui pose une question par écrit, hein, comme elle a un problème de connexion. Est-ce que tu penses, Jean-Michel, que le style que tu adoptes, avec les absences de points, donne davantage de degrés de liberté au lecteur ou au contraire l'enserre plus étroitement? Alors, je peux répondre à Marie-Claude. Je peux dire pourquoi il y a cette ponctuation qui, sur le plan, je dirais, académique, est incorrecte. Ma ponctuation est rare. Bon, alors pourquoi? Bon, d'abord parce que j'en éprouve vraiment le besoin. J'éprouve vraiment le besoin. Qu'est-ce que j'essaie de faire avec ces virgules rares, ces longues périodes? Je me permets, dans le dernier, il y a des signes de ponctuation qui jouent un rôle un peu plus important que dans les 3 précédents livres. Ces signes de ponctuation, c'est le point-virgule et les 2 points. Ils n'étaient pas absents
des 3 précédents livres, mais dans Garonne in absentia, il joue un rôle un peu plus important. Je m'en suis rendu compte en écrivant le livre. Ce n'était pas voulu de ma part, et je me demande, nous verrons dans le prochain, je me demande si ces signes de ponctuation qui sont plus présents que par le passé, si ça ne traduit pas une évolution de mon écriture. Si c'est le cas, j'en serais ravi, parce que ça voudrait dire que mon écriture n'est pas figée, qu'elle a une dynamique et qu'elle va me conduire vers d'autres horizons. Bon, alors, qu'est-ce que j'essaie de faire? Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une écriture qui mime le souffle, et qui, mimant le souffle, conduise à un phrasé, à une musique. J'ai eu l'occasion de dire à des amis ou à des inconnus qui me disent « mais votre lexique est extrêmement riche, il y a des mots savants ou alors il y a des mots qui viennent du gascon qu'on ne comprend pas, etc. etc. » Bon, alors, c'est voulu, il y en a, et de mon point de vue, ces mots, comment dire, j'ai envie de dire au lecteur, ne vous arrêtez pas à ces mots, n'arrêtez pas votre lecture pour vous plonger dans un dictionnaire pour savoir ce qu'il signifie. Essayez d'en rester à la musique de la phrase. Donc au phrasé, je prends la métaphore musicale. Mon ambition, c'est d'embarquer les lectrices et les lecteurs dans une musique. C'est de faire de la musique avec mes phrases. Alors, évidemment, après coup, on peut dire, oui, mais ce mot, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il veut dire, ce mot? Bon, après coup. Mais qu'importe. Qu'importe, quand on lit une page, si l'on bute, voilà, si l'on bute sur un mot que l'on ne connaît pas, qu'importe. Passons. Passons. Passons parce que d'abord, le contexte est clair, le mot que l'on ne comprend pas, hein, à mon avis, le contexte est clair, et puis il y a cette musique. Et donc, l'absence, enfin pas l'absence, la rareté des virgules, c'est une proposition de lecture de ma part. Je propose aux lectrices et aux lecteurs une proposition de lecture, libre à eux et à elles de l'adopter ou pas. En ce qui me concerne, quand on me demande de lire un extrait de mes livres, je respecte cette ponctuation inhabituelle. C'est-à-dire que je fais en sorte que, par exemple, entre une majuscule et la première virgule, ou bien entre une première virgule et puis une longue séquence qui se termine par une autre virgule ou qui se termine par un point, j'essaie de lire cette séquence en une seule émission de voix. Donc, quand je lis, j'essaie de faire cela. Et je le propose à mes lectrices et à mes lecteurs. Mais bien évidemment, c'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Exactement comme les images, tiens, exactement comme les lecteurs qui me connaissent un peu vont dire ben Jean et Mathilde, c'est Jean-Michel et sa compagne. Ils vont dire ça. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Mais ils ont le droit et ils sont libres de dire tiens, c'est Jean-Michel et sa compagne. Et simplement, la réalité va les décevoir parce que ma compagne est toujours là, elle n'a pas disparu. C'est en gros tout ce que tu viens d'expliquer peut permettre de comprendre la formule que tu utilises dans la vidéo où tu parles de concevoir le roman comme 1000 poèmes. Oui. Spontanément, quand on entend cette expression, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut bien dire par là, sinon que je veux que ce soit poétique. Mais finalement c'est un travail dans le fleuve du roman. J'ose pas dire le roman fleuve parce qu'en plus il n'est quand même pas énorme. L'expression roman fleuve est très belle, mais elle évoque pas nécessairement une réalité littéraire extraordinaire ou sublime. Mais il y a quand même cette idée d'un écoulement propre à la prose, mais qui rejoint la poésie par la volonté du rythme
le choix d'une forme mélodique, quoi. Enfin, je ne peux qu'applaudir à ce que tu viens d'énoncer. Comment dire, bon, j'aime beaucoup la poésie, je suis lecteur de poésie, je suis bien incapable d'écrire de la poésie. Justement, ma compagne des années 70, en quelque sorte, était une sainte, puisqu'elle ne trouvait pas trop mauvais les petits poèmes que j'écrivais, mais heureusement que je ne l'ai pas écouté, que j'ai tout détruit. Comment dire, en ce qui me concerne, ma poésie ne peut passer que par la narration. Donc, elle ne peut passer que dans le roman. Mais Il y en a d'autres, hein. oui, bien sûr, Claude bien sûr, Simon, bien sûr, par exemple. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je parle de ce que je sais faire ou de ce que je crois savoir faire. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ma poésie passe par le roman. C'est pas simplement une belle formule, c'est pas seulement une image langagière, c'est pas un joli mot, c'est vraiment un travail sur le rythme, hein, sur la forge de la phrase. Pour moi, c'est essentiel. Et je me permets une chose, pour l'instant, tu ne l'as pas évoqué, Vincent, et Dominique non plus. Je trouve que Garonne in absentia, c'est un roman qui est politique. Alors, évidemment, c'est un roman politique. Pourquoi? Parce que, bon, je donne une clé, une toute petite clé. C'est un roman politique, de mon point de vue, c'est un roman d'un romancier, ce n'est pas le roman d'un militant, c'est pas le roman. Voilà, si je veux lire si je veux lire un texte politique, je vais acheter l'UMA, je vais lire l'UMA. C'est pas cela. Pour moi, c'est un roman politique parce que la folie du couple, et ça ne t'a pas échappé, Vincent, elle est tributaire du lieu. Il y a le lieu pèse sur ce couple. Et le lieu pèse pour une raison simple, c'est photographié sur la couverture, c'est qu'il y a un arbre. Cet arbre a plus de 200 ans, il a été planté en plein XVIIIe siècle, c'est un tulipier de Virginie. Vraisemblablement, à la même époque, Marie-Antoinette en a fait planter deux dans les jardins de Versailles. Donc, je ne l'écris pas, ce n'est pas explicite, mais je laisse aux lectrices et aux lecteurs le soin de comprendre qu'au XVIIIe siècle, à La Brune, on a planté un tulipier de Virginie, et ça signifie quoi? Ça signifie que les propriétaires de La Brune au XVIIIe siècle avaient langue, avaient commerce avec les Antilles. Et que donc la présence de cet arbre renvoie aux plantations, à l'univers des plantations, et donc à la traite négrière. Ce n'est donc pas un hasard que mon couple, Jean et Mathilde, se délite sur 20 années, hein, pas en 2 mois, sur 20 années, le couple se délite. Il se délite pourquoi? Parce qu'il y a l'ombre vénéneuse du tulipier de Virginie. Il y a le poids de l'histoire. Voilà. Donc, pour moi, c'est un roman politique, mais évidemment, je le dis sans méchanceté, hein, mais ce n'est pas un roman politique à la façon d'André Steel dans les années 50. Voilà. Et le couple de serviteurs, pourquoi? Oui, voilà. Marie-Claude. Alors, bon, Marie-Claude va sourire. Le couple de Roumains, pourquoi est-il venu? Bon, d'abord parce que, très sincèrement, à La Brune, Jean et Mathilde, mais tout seul, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. 1600 mètres carrés, mais ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas à la fois retaper le château et y vivre au quotidien et l'entretenir. C'est impossible. Avoir un couple, en plus, lui, il est prof à l'université, elle est psychologue à Cadillac. Enfin, c'est impossible. Il faut des aides. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui vivent à La Brune. Donc, à partir du moment où je dis c'est un couple qui choisit sa folie,
je peux pas en faire, je peux pas transformer le couple en famille nombreuse. J'ai besoin d'employés. Et ben, ces employés me sont venus, là aussi, comment dire, je ne veux pas employer le terme de modèle, mais Marie-Claude, Marie-Jo, les gens qui font partie de mes proches, peuvent peut-être reconnaître dans le portrait de Théodora, non pas la projection de tel ou tel autre proche que j'ai, mais disons au physique, les tatouages, etc. C'est vrai que je me suis inspiré de gens qui sont très proches de moi. Mais je n'ai pas essayé je n'ai pas transposé leur vie, je n'ai pas transposé leur, leur itinéraire, hein. Par exemple, la jeune femme à laquelle j'ai pensé quand j'ai inventé Théodora n'est pas venue de Roumanie dans un camion. Ça, c'est inventé, hein, c'est inventé. En revanche, les traits de cette jeune femme à laquelle j'ai pensé, je les ai prêtés à Théodora. Et donc, cette jeune femme qui a lu mon livre et qui le trouve, enfin, qui l'a aimé, elle n'est pas venue me faire un caca nerveux en me disant « Ah, tu m'as mis dans le livre », parce qu'elle n'est pas venue de Bucarest dans un camion. Et donc, Marie-Claude, j'avais besoin, enfin, les propriétaires actuels, hein, ont des employés. Ils ont des employés. Ils ont toujours eu des employés. C'est impossible de vivre dans 1600 mètres carrés sans qu'il y ait une aide. C'est impossible. Aller vivre comme ça dans un château, enfin, pourquoi tu as choisi ce château? C'est quand même, tu sais, j'ai presque le sentiment en commençant à lire le livre que je ne sais pas, que tu es en train de réaliser, je dirais, une espèce de rêve d'enfant, en tout cas, toi, quand tu connais ton parcours et ton histoire, pourquoi ce retour au château quand même? C'est le retour à l'aristocratie, c'est le retour à l'ordre ancien, c'est le retour à plein de choses. C'est quoi? Qu'est-ce que ça symbolise pour toi comme image, ça? Alors, écoute, il faudrait, bon, on va se méfier de l'auto-analyse. Oui, Hein. oui. On va se méfier de l'auto-analyse parce que il faudrait peut-être que je m'allonge sur un divan quelques années pour savoir d'où vient le château. Je ne vais pas esquiver ta question. Tu sais que je viens d'un milieu social extrêmement modeste, pas du tout cultivé, pas du tout instruit. Et si on veut avoir une idée, du milieu social dont je suis issu, il vaut mieux regarder Une fille d'Alger. C'est plutôt du côté du lumpenprolétariat et du milieu qu'une partie de ma famille vient. C'est plutôt cela. Hein. Ce n'est pas du tout de l'aristocratie. Je me permets une anecdote réelle. Hein. Marie-Claude et Marie-Jo en ont été témoins lors de lors de mon dernier mariage. Je me suis marié 2 fois. Bon, effectivement, lors de mon dernier mariage à Talence, mon épouse et moi, on a fait un petit discours comme tous les mariés le font, et je me suis amusé à faire mon petit discours autour du vouvoiement et du tutoiement, puisque elle et moi, nous nous vouvoyons depuis 16 ans, et qu'au début, son père était très étonné. Il lui a demandé si je n'étais pas un aristo. Il faut savoir que mon beau-père a été un militant maoïste. Il est allé travailler 2 ans en commune populaire en Chine. Son propre père était l'un des fondateurs du POP, donc du Parti communiste suisse. Bon, il trouvait curieux que ma compagne et moi, nous vous voyons. Donc, il dit, mais c'est un aristo. Je ne suis pas du tout un aristo. Comment dire, tu peux me relancer, Dominique, sur le point qui te paraît le plus aigu. Enfin, Le château. comment Le dire? château, voilà, le château. Alors, le château, voilà, en termes d'auto-analyse, mais peut-être que ce que je vais dire fait écran, hein, mais en termes d'auto-analyse, je crois que toute ma vie consciente, j'ai cherché
un enracinement. J'ai cherché un enracinement. J'ai cherché un rapport à l'histoire. Et donc, peut-être que le château, comment dire, le château, les vieilles demeures, les vieux murs, voilà, comment dire, ça me touche parce que j'ai le sentiment de, comment dire, bon, je ne veux pas paraître ridicule, mais j'assume à bien des égards par rapport à ma famille paternelle et maternelle, même si socialement elles étaient très différentes. Hein. Mais je suis le premier homme. Hein. Je suis le premier homme. Euh, le premier enfant à être allé véritablement à l'école, à avoir réussi son parcours scolaire, à avoir des diplômes, à être allé au lycée, à être à l'université. Euh, le premier homme. Je ne suis absolument pas un héritier. Je ne suis absolument pas un héritier. Et peut-être que par compensation, justement, je vais vers les lieux, vers les productions de l'esprit, vers les personnes qui me renvoient à une histoire. Voilà, peut-être. Ce que je peux dire consciemment. Donc le château, oui, tu as raison, c'est les châteaux de l'enfance, mais en même temps, les demeures qui sont chargées d'histoire. Parce que moi, j'ai le sentiment que dans ma famille, il n'y a pas d'histoire. En plus, je me permets, ce n'est pas un secret, et ce n'est pas dire du mal des miens, de mes parents. Bon, mes parents maternels, maternels sont tous partis, mais j'ai évolué, j'ai grandi, ils m'ont élevé. J'ai évolué dans une famille typique de Français d'Algérie, de pieds noirs, qui en 1936 à Bab el-Oued ont voté communiste et qui en 1962 étaient OAS et qui arrivaient en France jusqu'à leur mort ont voté en 65 Tixier-Vignancourt et ensuite Le Pen et pour les plus modérés d'entre eux RPR. Voilà d'où je viens. Je me suis construit contre eux et en sachant qu'ils m'aimaient, en les aimant, mais nous ne parlions pas politique et table, ce n'était pas possible. Dès mes 14-15 ans, c'était impossible de parler politique. Voilà, avec par exemple sur le plan des fantasmes, hein, je dis bien des fantasmes conscients, donc ce ne sont pas des vrais fantasmes. J'aurais aimé que dans ma famille, j'aurais aimé que ma famille soit plutôt pied rouge. À 20 ans, puisque tu évoquais notre passé, j'ai eu l'occasion de croiser à Paris dans les cercles althusériens. Il n'était pas althusérien, mais il nous parlait Jean Salem, le philosophe, le fils de Henri Alleg. Ben voilà, j'aurais aimé que ma famille, enfin, qu'il y ait eu une ou deux personnes dans ma famille, un peu du côté d'Alleg et de Jean Salem, où aujourd'hui, tiens, il y a une collègue qui est à la retraite que je respecte infiniment, c'est Christiane Chollet-Achour. La famille Chollet, ce sont des héros. Christiane est en France parce qu'elle a été menacée pendant les guerres civiles algériennes des années 90. J'aurais voulu que ma famille soit de ce côté-là de l'histoire, est une histoire. Ma famille n'a pas d'histoire. Ce que je conserve, tiens, je conserve la vieille TSF de ma grand-mère sur laquelle, en 1936, pour emmerder du côté de ma grand-mère, ils sont d'origine italienne. Ce sont des Vitiello. Et ils ont voté communiste, alors que dans l'immeuble, les Français d'origine italienne, ils étaient pour Mussolini. Donc pour les faire chier, avec la TSF, ils foutaient Radio Moscou à fond la caisse voilà. Bon. Et puis ils en étaient très fiers. Ils m'ont raconté enfant en disant, mais tu vois, sur cette radio, on diffusait l'International, Radio Moscou, tout ça en 1936 pour emmerder les autres parce qu'ils étaient pour Mussolini.
Et puis, bon, ben, ça ne les a pas empêchés quand la guerre de libération a été déclenchée en 1954. Ensuite, ils sont complètement passés de l'autre côté. Voilà, bon, ce sont des choses pour moi douloureuses. Voilà, ce sont des choses douloureuses. Donc, je ne suis pas un héritier. Le château, oui, c'est le château de l'enfance, c'est le château de sable, le jouet, mais en même temps, c'est l'enracinement dans une histoire que ma famille ne m'a pas donnée. Elle ne m'a pas donné cette histoire. Elle t'en a donné une et une autre. Mais justement, enfin, moi, je trouve intéressant là, ton témoignage. Tu n'es pas le seul, hein, je dirais, dans cette situation-là. Les histoires de filiation et puis comment dire, d'histoire familiale. Moi, enfin, je viens aussi d'un milieu effectivement très pauvre et très. Et c'est pour ça que j'ai du mal, j'ai toujours eu du mal à rentrer, si tu veux, par exemple, à m'approprier les codes du théâtre, à m'approprier les codes de la lecture romanesque. Hein. Je suis un grand lecteur de science-fiction, de polar, mais la lecture romanesque, j'ai toujours eu un peu de mal à y rentrer. Même la lecture, même celle, je sais que Vincent est un fan d'Aragon. Je vais vous avouer que pour l'instant, je pense que je vais quand même transgresser ce manque. Je dirais, je n'ai jamais lu Aragon. Alors, pour des tas de raisons, hein, je veux dire, c'est lié aussi au fait peut-être que dans ma famille, dans mes origines, il n'y avait pas ces pratiques culturelles-là, il n'y avait pas accès, je dirais, à tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire. Je veux dire, ces choses-là, on peut les dépasser. Enfin, moi, je pense qu'à un moment donné, même à notre âge, je crois qu'on a encore un grand espace devant nous à explorer et pour avancer. Enfin, je veux dire, c'est continue d'écrire. Enfin, moi, j'ai envie de te dire, continue à nous faire partager justement ces questionnements, parce que par exemple, moi, je suis incapable d'écrire, même si de temps en temps j'essaye, mais donc j'ai toujours pensé que ce que des gens comme toi ou des gens comme Vincent ou d'autres qui ont cette capacité à mettre en mots des choses des questions que nous nous posons et à tenter, je dirais, d'y répondre d'une certaine manière, ou en tout cas de mettre des mots sur des préoccupations sur lesquelles aujourd'hui les expériences de la vie ne nous ont pas permis justement de les identifier. Ce qui nous rend évidemment très c'est douloureux à vivre. Je dirais, comme tu ne sais pas identifier ce à quoi tu es confronté, le monde, la manière dont il évolue, etc. Mais j'arrête mes délires. Donc, pour Non, revenir non, tu ne délires pas. Tu sais, Dominique, je suis très reconnaissant à Vincent et à toi de la tournure de cette conversation, parce que ce que j'ai dit il y a 5 minutes, je ne l'avais pas formulé aussi longuement jusqu'à ce soir. Et ça me plaît que ce soit dans le cadre d'Espace Marx, avec vous, que vous m'ayez conduit à formuler ça, et je n'ai aucune honte à avoir. Le fait que ce soit enregistré, ça restera, c'est très bien. Je me permets une chose, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais peut-être toi et moi, nous avons eu une construction psychologique, une construction psychique différente. En ce qui me concerne, au sein de cette famille où j'ai été dorloté, j'étais fils unique, c'est ma grand-mère qui m'a élevé, avec tout ce que ça implique de protection, etc. etc. Bon, mais j'ai adoré ma grand-mère, je l'ai accompagnée jusqu'à son décès, elle est morte à 97 ans. Bon, voilà, pour moi, c'est quelqu'un, enfin, c'est ma mère en fait. Bon, mais comment dire, je crois que j'ai agi, et je ne sais pas pourquoi, j'ai agi comme un transfuge. Hein. Alors là, c'est pour ça que je me reconnais beaucoup dans ce que dit Annie Ernaux, justement, du transfuge de classe. Je me suis construit comme un transfuge, c'est-à-dire que pour moi, ça a été une bagarre terrible pour adopter les codes, d'abord adopter la langue, la maîtrise de la langue, comprendre la culture légitime. Ça a été une bagarre. Et ça a été une bagarre avec le sentiment, c'est peut-être un brin de paranoïa chez moi, non seulement de trahir les miens,
ce que dit Annie Ernaux, hein, à 40 ans, 45 ans, 50 ans, j'allais voir ma grand-mère, elle me disait, mais tu achètes des livres, pourquoi? Tu es un homme maintenant, tu as un métier à la fac, tu ne passes plus d'examen, pourquoi achètes-tu des livres, hein, pour vous situer un petit peu le milieu culturel qui est le mien à l'origine. Bon, mais en même temps, alors c'est peut-être ma parano, j'ai eu le sentiment que mes collègues qui, eux, étaient des héritiers, ne m'ont jamais reconnu comme étant véritablement un des leurs. Et ça explique aussi parfois ma mauvaise humeur, mon attitude bravache au sein de l'institution, même casse-cou, de dire, bah, puisque c'est comme ça, à fuck you. Puisque vous ne me reconnaissez pas comme un des vôtres, eh bien, bah tiens, ce qui me vient à l'esprit, je cite l'esprit, pas la lettre, c'est Aimé Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal. Accommodez-vous de moi, je ne m'accommode pas de vous. Hein, et bien c'est ça. C'est le parcours de Jean-Michel Deveza, c'est-à-dire je trahis les miens culturellement, et je sais, et je le vis, et je le sens, parce qu'en même temps, l'institution et pas mal de femmes et d'hommes qui font bouger l'institution me le font sentir tous les jours, je ne suis pas des leurs. Hein, je suis une pièce rapportée. Bon. D'où cette attitude bravache qui fait que de temps en temps, même assez souvent, je vais en cours avec au revers de ma broche, au revers de ma veste, une vieille broche qui vient d'Union soviétique ou qui vient de Chine populaire, rien pour les emmerder. Mais bon, ce qui, sur le plan de la carrière, n'est pas malin, mais ça me fait du bien. Oui, oui, mais il n'y a pas de possibilité de reconnaissance quand on vient d'ailleurs, sinon en s'affirmant ou en affirmant. C'est ça. Voilà. Et de ce point de vue, ben, on pense à Jean Genet disant le monde occidental m'a piétiné, il ne m'a pas convaincu. Je suis totalement d'accord avec toi, hein, totalement d'accord avec toi. Mais c'est peut-être aussi la raison. Alors là, comment dire, il n'y a pas de hasard, mais à 24 ans, bon, bah, il faut pouvoir payer les factures à la fin du mois. Je réponds comme d'autres. Je ne vais pas citer son nom, mais on l'a tous connu. On l'a un peu perdu de vue. Il était à l'UEC à l'époque. C'était un bon camarade. Il est parti un an avant moi en Algérie. Après avoir répondu à une annonce de la République algérienne, à l'époque, la République algérienne publiait tous les ans une annonce pour recruter des profs dans les lycées et collèges algériens dans le monde. Ce camarade est parti à El Oued-Souf un an avant moi. Moi, je suis parti à Biskra. Nous sommes partis contre-locaux. On n'est pas partis coopérants. Bon, il fallait. On n'allait pas faire la révolution. On était en 78, 79. Moi, je suis parti en 80. On n'allait pas faire la révolution. Il fallait payer les factures. Que faire? Aller en Algérie, l'Algérie phare du socialisme, hein, c'est ce qu'on disait à l'époque, avec un contrat local, devenir prof. Enfin, là, je parle pour moi. Devenir prof, ce n'était pas un métier honteux. C'était même un métier qui pouvait permettre de continuer le combat politique, hein, en disant nous contribuons à l'éveil de l'esprit critique de nos élèves. Donc, allons-y. Voilà, bon, transfuge de classe. Et puis ensuite, bah, c'est là-bas, alors que j'ai une formation, bon, je suis latiniste, j'ai une formation de lettres modernes. C'est en Algérie que je commence à lire les littératures africaines. Donc, parce qu'auparavant, je ne connaissais, à part Césaire, qui n'est pas africain, je ne connaissais rien des littératures africaines. C'est en Afrique que je découvre. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire justement s'intéresser aux colonisés, aux peuples anciennement colonisés, à ceux qui sont toujours dominés. Bon, je crois qu'il y a un fil rouge. Hein. Il y a un fil rouge. Oui, oui, il est rouge, c'est vrai. On peut peut-être clore ce qui restera toujours une porte aussi bien ouverte que fermée. Je veux dire fermée en ce sens qu'on s'arrête, mais ouverte en ce sens que on va continuer, surtout que Dominique a annoncé avec le, comment dirais-je, la témérité qui le caractérise, que
qu'on prenait langue pour parole de créateur. Si tu me permets, Vincent, juste une chose, Oui. parce que il y a une auditrice qui apparaît dans le roman, d'ailleurs. Et là, ce n'est pas du tout une transposition, parce que je fais directement allusion à elle dans le roman, qui m'a posé une question. J'ai reçu son SMS et je voudrais Ah oui, 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 oui. Ça nous juste dire intéresse. un mot. Donc, il se trouve que Marie-Jo, alors, son nom n'est pas dans le roman, mais ceux qui la connaissent là, vont l'identifier sans problème, absolument. Elle m'envoie ceci: pourquoi la forme du roman et pas la nouvelle? Bon, alors, Marie-Jo sait, vous savez que j'écris des nouvelles, j'en publie quelques-unes. J'ai besoin d'une forme plus longue que la nouvelle. Voilà, j'ai besoin d'une forme plus longue. Tout à l'heure, Vincent, avec raison, disait, bon, Garonne in absentia n'est pas un roman fleuve. Ce n'est pas un roman fleuve. D'abord parce que je ne veux pas. Vous allez savoir, ce sont les coulisses du roman. Garonne in absentia, qui fait 157 pages imprimées, en fait, c'est 100 feuillets A4. 100 feuillets A4. Et pour obtenir ces 100 feuillets A4, j'ai eu 3 relectures. Grosso modo, le premier jet, c'était 200 feuillets et j'ai coupé 100 pages. Et c'est systématique chez moi. Hein. C'est systématique, c'est-à-dire que j'ai un premier jet abondant et je coupe la moitié, à peu près, hein, au cours des 3 lectures. Parce que ce que je souhaite, ce sont de petits romans. Par exemple, pour moi, Garonne in absentia, c'est un très bon format, 160 pages environ, 100 feuillets. Ce que je souhaite dire, je peux le dire. Donc, vois-tu, Marie-Jo, la nouvelle, j'en écris, mais pour moi, la nouvelle, c'est un coup de projecteur, c'est quelque chose c'est un coup de poing. J'ai besoin d'un peu plus d'espace, j'ai besoin d'une durée plus longue, d'un souffle, on revient à l'écriture, d'un souffle un peu plus, d'une voix prolongée. Tiens, la formule de Deleuze, des variations en continu. Hein, des variations en continu. J'ai besoin de cela pour certains sujets. Nous verrons, je vous donne à tous et à toutes rendez-vous dans 2 ans ou dans 2 ans et demi. Le prochain, je l'ai à peu près en tête. Je ne sais pas s'il va ressembler au roman que j'ai en tête, mais ça n'étonnera pas Marie-Jo et Marie-Claude. Je voudrais revenir sur le parcours de ma mère et je voudrais écrire un roman sur la fin de vie de ma mère. Et ça, je ne peux pas le faire en une nouvelle. J'ai besoin de 100 feuillets. Voilà, j'ai besoin de 100 feuillets à peu près. Donc le roman, disons pour les choses un peu complexes, la nouvelle, c'est un coup de projecteur. Voilà ce que je peux te dire, Marie-Jo. Et merci, Vincent, de m'avoir permis de répondre à Marie-Jo. Mais bien sûr que j'en suis moi-même très content parce que d'une certaine façon, ça me donne l'occasion de dire que je n'imagine pas Garonne in absentia, certes très, très élagué par ton travail, mais heureusement que tu n'as pas continué comme ça jusqu'à en faire une nouvelle, c'eût été une mauvaise nouvelle pour le lecteur. Oui, je crois. Voilà. Allez, merci beaucoup Jean-Michel de t'être prêté à cet échange très enrichissant. Merci Vincent et merci à Dominique et à Espace Mars. Et puis merci à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt tout simplement. Écoutez, au revoir. Merci à tous et à toutes et donc à très bientôt pour d'autres aventures. En tout cas, aux rencontres d'Espace Mars pour un certain nombre, pour la plupart d'entre vous d'ailleurs. Mais je crois que Marie-Claude intervient. Oui, oui, oui. Voilà. Tout à fait. À très bientôt. À bientôt. Allez, salut.